Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. L'insécurité prend de l'ampleur dans la capitale économique. Des faits jusque-là inhabituels voient le jour désormais, ce qui inquiète les populations. Un constat de Jacques Moussavou. L'épineux problème d'insécurité se pose avec acuité en ce moment dans la capitale économique. Effectivement, il ne se passe plus une semaine, voire un jour, sans enregistrer un cas de vol, de viol, de braquage ou de meurtre, à l'exemple de la jeune dame calcinée après avoir été violée au dire des populations ayant été sur les lieux la nuit du jeudi 4 janvier courant au quartier Cuvette Centrale à Port-Gentil, jadis appelé La Belle, qui risque, si des solutions adéquates à ce phénomène montant ne sont trouvées, de se retrouver avec des populations rebelles qui prendront leurs responsabilités face à ce problème des plus inquiétants. Il est difficile de nos jours de circuler dans Port-Gentil, la nuit comme le jour, sans crainte de se faire agresser, et ce, dans tous les quartiers. Les postes de police et de gendarmerie reçoivent des plaintes en longueur de journée, pour les cas susmentionnés. Seulement, malgré le fait que les forces de l'ordre, avec les difficultés qui sont les leurs, s'attellent à arrêter les auteurs de ces crimes, il n'en demeure pas moins que ces sans foi ni loi sont toujours nombreux à croire qu'ils poussent comme des champignons. Autre constat, en majorité, ce sont des mineurs qui sont depuis quelque temps les auteurs de ces forfaitures inquiétant l'ensemble de la société sans que eux-mêmes ne soient inquiétés, et ce, du fait du laxisme de certains parents qui ne sévissent pas assez d'une part, et d'autre part, les forces de l'ordre et de sécurité qui quelquefois ne répondent pas aux attentes des populations qui désirent plus de sécurité. Il faut dire que les raisons qui amènent ce jeune gens à commettre ces actes crapuleux sont multiples. Entre autres, la consommation des stupéfiants à l'exemple des cobolos, l'abandon des parents, les mauvaises fréquentations. Il y a à côté de ces adolescents, des adultes qui pour la plupart accusent la situation socio-économique du pays pour justifier leur comportement animalier. Alors que les uns et les autres se saisissent de ce mal commun, pour que cesse cette terreur dictée par ces malfrats afin que vive à nouveau la quiétude dans la vie de chaque Gabonais partant des Port-Gentillais. D'un fait à un autre, à quelques mois des grandes pluies et au vu des inondations qui sévissent dans la capitale économique, les populations craignent de voir la situation s'empirer. Un constat de Jacques Moussavou. Les populations port-gentillaises ne sont toujours pas sorties de l'auberge en ce qui concerne les inondations, car déjà stressées à cause des pluies qui se sont abattues les 2 derniers jours dans la ville du Vieux-Colon Émile Gentil, craignant pour les jours et mois à venir. En effet, les traces de ces dernières pluies sont visibles, et dans tous les quartiers, le scénario est le même. Même le centre-ville n'est pas exempté, même si, jusqu'ici, certains ne connaissaient pas cette situation. À l'exemple des populations qui vivent à proximité de la route inachevée partant du carrefour Isoa au nouveau marché Mokala, et pour cause. Non, avant ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, l'on rentre dans les maisons, regarde comment c'est inondé ici, il y a beaucoup d'eau. C'est à cause de quoi? Mais c'est à cause de la route, là, ils ont placé les caniveaux, ils n'ont pas terminé, et puis... Il n'y a pas les ouvertures. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas d'ouverture, même vous-même là où vous venez là. Vous-même, regardez, constatez, regarde. On n'avait pas ça, l'eau partait. Maintenant, là, depuis là qu'ils ont abandonné les routes là, l'eau ne circule plus. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire alors? Mais qu'ils viennent arranger, terminer ce qu'ils ont commencé. Il y a des maisons où les gens ne rentrent pas sans maison. Parce que là, on a des enfants qui vont à l'école. Regarde, c'est pas fermé. Il n'y a pas d'ouverture là. Les enfants vont à l'école. Ils vont circuler comment? Ils ne savent même pas où poser leurs pieds. Il faut dire que les raisons de ces inondations sont multiples et diverses. La première, du moins celle pour laquelle tout le monde est unanime, est le manque d'entretien ou carrément l'absence de canalisation. Mais l'administration qui s'occupe de ce qu'on appelle la planification et les grands travaux d'irrigation d'eau, ils construisent, mais les voies de communication d'irrigation d'eau ne se construisent pas. Si bien que l'eau, une fois qu'il y a une grande ou 2 pluies, ça soit dans des cuvettes, ils ne savent pas l'eau là où aller. Même les maisons qui ne s'inondaient pas avant, aujourd'hui, il suffit de 2 pluies seulement. En ce qui concerne les inondations, c'est la compétence également de l'État, la mairie, qui doit veiller à ce que trouver des solutions à propos de cela.
Parce que il y a des autorités en place, eux-mêmes ils vivent la situation et je crois peut-être qu'ils prennent déjà, ils réfléchissent déjà comment ils peuvent faire pour essayer un peu de diminuer ou bien d'annuler totalement ce fléau. Bon, pour les pluies là, c'est les canals. Les canals sont pleins. Même ici au marché, quand il y a la pluie, on ne sort pas. On doit attendre si c'est à 16h ou bien à 17h. Si l'eau finit, on sort. C'est les canals. Il y a pas les caniveaux sont pleins. Sachant que cette problématique est vécue dans l'ensemble des quartiers de la capitale économique et ce chaque année, l'attention des autorités en charge de la commune est une fois de plus attirée pour que soit rapidement trouvée une solution avant la venue de la grande saison de pluie qui devrait intervenir au mois de mars. Ne dit-on pas que gouverner, c'est prévenir ? Devenir un entrepreneur au Gabon relève du parcours du combattant pour les populations. Taxes, pots de vin, impôts élevés sont des freins à la création de moyennes et petites entreprises et de petites et moyennes industries. Reportage. Les principaux éléments qui permettent de déterminer une petite et moyenne entreprise ou industrie reposent sur 3 critères qui sont le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total du bilan. Le nombre de PME au Gabon aurait augmenté de 22,3% entre 2010 et 2011. Un signe supplémentaire de bonne performance pour un pays qui connaît un taux de croissance supérieur à 6% depuis 2010. Sauf qu'à y regarder de plus près, cette performance tient plus de l'effet d'annonce que du résultat, vu la situation qui sévit actuellement au Gabon. À ce qui paraît, le Gabonais serait considéré comme étant un parvenu, travailleur d'un jour, impatient et surtout homme en veste. Même dans les sentiers, les Gabonais n'aiment pas de travail. Après, c'est comme ce qui se passe au Côte d'Ivoire. Il dit qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui travaillent là-bas. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas faire même les cieux comme ça. Ils veulent un truc facile pour manger. Au bureau. Voilà. C'est dans le bureau avec le vin. Non, dans le petit. Non, là. Va dans les vins. On va les trouver là-bas. Là, on sait déjà qu'ils sont au bureau. Mais dans les petites activités là, moi je les vois dans le taxi et beaucoup maintenant, le kilando, je les vois ça. Le kilando là, c'est pas beaucoup. Mais il y a d'autres qui sont rentrés dans la IDS aussi. Et le Gabonais lambda de répondre qu'il serait subitement freiné par des taxes de tout genre lorsqu'il crée une structure. Au risque d'être xénophobe, les expatriés n'auraient-ils pas de titre foncier dans ce secteur d'activité dans ce pays? Combien de techniciens et artisans chômeurs ont décidé de créer leur propre entreprise, faute de trouver un emploi ailleurs, ont réussi à passer les 18 mois d'activité sans fermer? Les autorités ne seraient-elles pas là en train d'orienter ses compatriotes vers d'autres cieux, sachant que le Gabonais détiendrait la palme d'or de vente d'alcool et vins locaux? L'heure devait être à une prise de conscience corrective afin que tous les Gabonais comme un seul homme s'unissent et lavent le linge sale en famille, car dans la sphère de la planète Terre, il n'existe qu'un seul et unique pays appelé Gabon. L'Église internationale de Nazareth, par la voix de son président révérend Georges Bonongoussi, a tenu à faire le bilan de l'année de la journée du 10e anniversaire de l'élévation éternelle. Reportage. Prélude du 10e anniversaire de la journée de l'élévation de l'éternel célébrée chaque 12 décembre, le numéro 1 de l'Église internationale de Nazareth, révérend Georges Bonongoussi, a convié la presse ce jour pour un message important. Nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, l'organisation du 2e anniversaire de l'événement dénommé 12-12-2015. Cette date marque le jour que les Gabonais, croyant en Jésus-Christ, lui ont dédié notre pays. L'avantage de recommander une nation à Jésus-Christ est que la Bible ou la parole de Dieu déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». C'est le lieu, mesdames, messieurs, d'encourager les chrétiens à davantage croire en l'accomplissement de la prophétie délivrée ce jour du 12 décembre 2015. 2 ans après la mise en pratique de cette prophétie reçue en 2015, qui était celle de libérer le Gabon, aujourd'hui et pour ces hommes de Dieu, ce 12 décembre 2017 ne sera sans doute qu'un temps de bilan. Ce qui a été annoncé s'est réalisé à près de 90%. À près de 90%.
il ne nous reste plus qu'à avoir les 10% qui restent. Et ces 10%-là sont dans les mains des chrétiens, plus dans les mains de Dieu. Parce que Dieu, il libère sa parole. Comme vous avez entendu tout à l'heure avec Moïse. Il a libéré, il a dit à Moïse qu'amène mon peuple à Canaan. Canaan, c'est leur terre. Mais cependant, Canaan était occupé par d'autres personnes qu'on appelait les Cananéens. Donc, c'était maintenant au peuple d'Israël d'aller à Canaan, de combattre le peuple qui était là-bas, les peuples qui étaient là-bas, tout en sachant qu'ils auraient la victoire. Et ils ont eu la victoire. L'événement sera célébré donc ce 12 décembre 2017 à l'église internationale de Nazareth de Kala aux environs de 15 h, heure locale. À cet effet, plusieurs activités seront au rendez-vous. En ouverture de notre page internationale, parlons d'Éthiopie, début d'une nouvelle ère pour l'opposition grâce à l'annonce imminente de la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement a par la même occasion annoncé la fermeture de la prison de Maye Kelawi, une annonce saluée par l'opposition. À l'annonce de la libération imminente de prisonniers politiques et de la fermeture du centre de détention de Maye Kelawi en Éthiopie le 3 janvier 2018, les réactions de l'opposition n'ont pas tardé. Pour certains acteurs majeurs, comme l'ancien président, le Dr Negaso Gidada, aujourd'hui membre de l'opposition, cette mesure gouvernementale est une étape très importante pour le mouvement politique du pays. L'emprisonnement des membres des partis politiques a affaibli les activités politiques de l'opposition et leur libération aiderait les partis à retrouver force et confiance. Ils pourront par ailleurs contribuer au développement des questions politiques en Éthiopie. Même si aucune précision n'a été donnée sur le nombre de prisonniers concernés par ces décisions et les critères de sélection, les voix se veulent optimistes dans un pays secoué depuis 2015 par des antagonismes sociopolitiques. Cette décision est opportune dans le sens de la pensée du gouvernement éthiopien parce que le pays sort de 10 mois d'état d'urgence. L'état d'urgence provoqué par une crispation généralisée dans le pays, notamment à travers des tensions politiques, c'est-à-dire au sein de la coalition gouvernementale, la Ethiopian People Revolutionary Democratic Front, des tensions entre le pouvoir et les partis d'opposition, des tensions entre le pouvoir et les associations de défense des droits de l'homme et des libertés, notamment suite à certaines privations de liberté reprochables, et des tensions sociales marquées, n'est-ce pas, par des conflits interrégionaux. En rappel, à la suite des manifestations antigouvernementales dénonçant plusieurs malaises, dont un projet d'expropriation arbitraire des communautés Oromo, plusieurs milliers de personnes, au rang desquelles des acteurs politiques, avaient été arrêtés dans le cadre d'un état d'urgence en 2016. Pour Haïlé Mariam Desalegn, Premier ministre éthiopien, il est désormais question d'élargir l'espace démocratique en invitant tout le monde à participer à la coalition pour un consensus national, gage de paix et de stabilité. Les premières libération était prévue pour ce samedi 6 janvier 2018. Et au Burkina Faso, la Confédération générale des entreprises ont signé une charte visant à faciliter les relations du partenariat entre l'État et les petites et moyennes entreprises du pays. Une décision qui facilitera l'accès aux PME, aux services financiers mais aussi administratifs. Au Burkina Faso, une charte au profit des PME, petites et moyennes entreprises, a été signée par le président de la CGE, Confédération générale des entreprises, Alassane Kwanda, représentant des PME, et le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou. Régissant la relation de partenariat entre l'État et les PME, cet acte consacre aux PME un rôle crucial dans le développement économique du pays. Selon les autorités, ce nouveau dispositif décline de façon définitive le cadre général des mesures incitatives en matière d'organisation interne, de financement, de sous-traitance, de formation professionnelle, de fiscalité, d'accès au marché et à des sites aménagés des PME au Burkina Faso. Le gouvernement s'est engagé à faire des PME le véritable levier de la croissance économique au regard du rôle qu'elles jouent dans la création de la valeur ajoutée, des emplois et de la lutte contre la pauvreté. Attendue depuis plus de 8 ans, cette charte constitue ainsi un véritable soulagement pour les chefs d'entreprise au Burkina Faso. D'après le président de la CGE, la charte en question devrait permettre aux PME de bénéficier d'une large gamme d'avantages qui va du financement aux services non financiers, comme par exemple la formation. De plus, il est préconisé que l'État passe 15% de ses commandes publiques par an aux PME.
si vous avez autant d'entreprises qui peinent à avoir des débouchés, parce que la commande publique représente quand même beaucoup de marchés, beaucoup d'argent dans l'économie nationale. Donc si vous avez des petites et moyennes entreprises qui ont du mal à trouver des débouchés au niveau de la commande publique, il va sans doute qu'il y aura un coup forcément sur l'emploi. Donc vous savez qu'actuellement, la question de l'emploi des jeunes, la question de l'entrepreneuriat sont des questions qui préoccupent beaucoup les autorités. Les PME occupent au moins 80% du tissu économique du Burkina Faso. À l'image de leurs pairs en Afrique de l'Ouest, elles doivent faire face à de sérieux problèmes de financement et d'accès aux commandes des marchés publics. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement burkinabé a multiplié, ces derniers mois, la mise en place d'instruments pouvant permettre leur développement. Et pour boucler notre page internationale, allons-y en Égypte. Un café, pas comme les autres, a ouvert ses portes dans la capitale, le Caire. L'espace est ouvert aux animaux de compagnie, baptisé le Coin Café. Il est le seul à proposer cette opportunité dans cette ville. Reportage. Au nord du Caire, dans une ville côtière égyptienne d'Alexandrie, se trouve un café pas comme les autres, le Coin Café. Son exception, il propose, en plus des formules basiques, de la nourriture animale. Les animaux ont la possibilité de déjeuner en même temps que leurs propriétaires. Les chiens, les chats et même les singes y sont accueillis. Le gérant, Mohamed Al-Kouk, 31 ans, est diplômé en commerce à l'université d'Alexandrie. Confronté à la difficulté de trouver un café qui accepte la présence d'animaux, il a décidé d'ouvrir son propre café. Je me suis retrouvé face à un problème, l'impossibilité d'aller déjeuner ou de passer du temps dans un café ou dans un autre lieu avec mon animal, parce qu'ils n'autorisent pas les chiens. C'est de là que m'est venue cette idée. Mohamed Al-Kouk présente son café comme le premier à autoriser l'accès aux animaux de compagnie. Il offre également des services de toilettage. Pour Aya Tarek, le Coin Café lui permet de sortir avec son chien sans gêner. Mon chien a besoin de jouer et de passer du temps dehors. Avec ce café, je peux passer du temps avec lui sans importuner les autres clients. Mohamed Al-Kouk a maintenant pour projet le développement et la diversification de son activité. Il souhaite faire de ce nouveau concept local un café-terrasse combiné à un magasin pour animaux de compagnie. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Merci également à l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de nos programmes et à demain s'il plaît à Dieu.